Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la PNIX, la radio du Journal International. Aujourd'hui, dans cette deuxième émission assurée par notre équipe, nous allons parler de l'e-sport. Nous aurons le plaisir d'écouter 3 chroniques portant sur ce sujet. La première chronique sera présentée par le seul représentant de sexe masculin de cette équipe. Bonjour Antoine. Bonjour. De quoi veux-tu nous parler ? Moi, je vais m'intéresser sur la montée du e-sport, la reconnaissance du e-sport. Voilà. Ça a l'air vraiment très intéressant. Non, je déconne. Très bien, donc en gros, tu vas nous faire une sorte de contextualisation. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Ok, ça marche. La deuxième chronique sera présentée par la fine fleur de l'équipe. Bonjour Violette. Bonjour. De quoi vas-tu nous parler ? Moi, je vais vous parler de l'utilisation de l'e-sport, c'est-à-dire des tournois qui sont faits autour de l'e-sport. Ok, une chronique qui semble bien prometteuse. Enfin, nous accueillons une petite nouvelle dans cette équipe. Bienvenue Chloé, je pense pouvoir parler au nom de l'équipe, nous sommes heureux de t'avoir avec nous. C'est gentil. À savoir, chers auditeurs, que Chloé est une grande passionnée d'e-sport et de jeux vidéo en général. Elle est donc très impatiente de commencer cette émission. Bonjour Chloé. Bonjour. Et toi, de quoi tu vas nous parler ? Moi, je vais parler un peu de tout ce qui est revers et un peu les aspects négatifs, parce qu'il faut bien ça aussi. Je tiens à préciser que nous essaierons d'être le plus neutre possible. Nous sommes une radio étudiante, sans tomber ni dans l'idéalisation, le blâme ou le jugement, bien sûr. Pour garantir cette partielle objectivité, nous avons le plaisir d'accueillir exceptionnellement 2 invités. Parce qu'un seul, c'est trop mainstream, on est au-dessus de ça. Le premier invité est un invité si exceptionnel que je vais le laisser se présenter par lui-même. Bonjour, cher invité. Peux-tu nous en dire plus sur toi ? Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Julien Cartier, alias Louboukil. Je suis présentement arbitre auto-entrepreneur sur le site Glory4Gamers, un site qui propose des tournois sur Internet à l'international. Et également coach d'une équipe amateur sur Overwatch, un jeu vidéo à grand aspect e-sport. Je suis également ancien joueur amateur au niveau e-sport sur Overwatch et sur Mountain Blade Warband. Oh, un grand CV. Ça, ouais. C'est pas mal. Et enfin, pour couronner la cerise sur le gâteau, un élève de première année de droit Sciences Po nous fait également l'honneur d'être ici. Bonjour Xavier, peux-tu te présenter également ? Bonjour à tous. Alors moi c'est Xavier Alexandre, alias Pandasan, du coup mon pseudo. Je suis un ancien joueur compétitif de League of Legends amateur dans l'association Lyon 3 eSport, qui est une association qui possède plusieurs équipes sur plein de jeux vidéo. Et on fait des compétitions tout au long de l'année, que ce soit en ligne ou en compétition appelée LAN aussi. D'accord, ok. Donc on verra plus tard ce que sont des LAN et tout. Okay. Bref. Donc présentation terminée, nous devons enfin débuter l'émission. Je tiens à préciser que chacun est libre d'intervenir quand il veut. On n'est pas en dictature, du moins dans ce studio. Commençons donc par Antoine qui nous parlera de la montée de l'e-sport. Alors, dimanche 10 novembre, devant environ 15 000 personnes, la Corotel Arena était le théâtre de la victoire 3-0 des Chinois de Fun plus Phoenix contre les Européens de G2 eSport. Le cadre, l'ultime rencontre du championnat du monde de League of Legends, la plus importante compétition du jeu vidéo, dans ce qui a semblé marquer un pas majeur vers la reconnaissance de l'e-sport par le grand public. Donc en France, le sport électronique commence à se développer depuis le milieu des années 2010. On remarque notamment la création de nouveaux tournois, avec par exemple en 2016 la création de la e-Ligue 1 sur le jeu FIFA 18 après 17 ans de partenariat avec EA Sport. Donc les joueurs professionnels ou pro gamers en anglais qualifient des personnes gagnant leur vie en jouant aux jeux vidéo. Donc vous me direz quelle chance. Seul ou en équipe, le joueur professionnel s'entraîne quotidiennement plusieurs heures par jour, souvent avec un seul et unique jeu pour se spécialiser. Il est généralement accompagné d'un strateur pour améliorer ses stratégies et sa qualité de jeu générale. Il peut être amené à changer de jeu au cours de sa carrière, mais en restant généralement dans le même genre de jeu. C'est ainsi que Yoann Merlot, qui est un joueur renommé, est passé de Warcraft 3 à Starcraft 2. Et du coup, je vais profiter de la présence de nos invités pour leur demander un peu leur jeu de base. Et puis leur routine d'entraînement, s'ils en ont une. Et ben pour moi c'était League of Legends du coup. Ouais. Et c'était donc un entraînement, on était 5 joueurs avec un coach qui était focalisé sur nous. Donc on avait 2 entraînements par semaine, donc une fois le mercredi et une fois le vendredi. Et les matchs de compétition qui étaient le mercredi soir, voilà, de manière hebdomadaire. Et des entraînements qui durent à peu près ça dure une soirée, ça prend pas mal de temps, il faut rester concentré. Voilà, donc on fait des parties, après on a un débrief et on essaie de revisionner nos parties pour essayer de trouver des points où on peut s'améliorer par la suite. Donc un vrai entraînement bien. Oui, comme un entraînement de sport finalement. C'est ça. Ça ressemble énormément. Oula, touchy subject. Ouais, sport, c'est... Ouais.
Et du coup, alors pour ma part, je vais me focaliser sur l'aspect coach, vu qu'actuellement c'est surtout l'aspect principal que j'ai. L'équipe que je coach actuellement est une équipe amateur, mais à 3 entraînements par semaine, le mardi, jeudi et dimanche soir. Les mardis soirs sont réservés aux entraînements coopératifs, qui sont là pour améliorer la synergie d'équipe et pour faire en sorte que l'équipe apprenne à se connaître, car l'équipe est assez nouvelle, et puisse développer des stratégies entre elles. Les jeudis soirs sont là pour s'opposer à d'autres équipes dans ce qu'on appelle des scrims, qui sont des matchs d'entraînement, qui vont permettre aux équipes de s'entraîner pour des compétitions, en l'occurrence des LAN ou pour d'autres compétitions en ligne qui peuvent avoir lieu. Et les dimanches soirs vont plutôt être basés sur l'aspect stratégique, l'apprentissage des maps, l'apprentissage des cooldowns, car je suis sur le jeu Overwatch qui demande l'apprentissage des caractéristiques de chaque personnage, de chaque map. Et tout cet aspect stratégique qui doit être vu avec le coach et, si possible, avec des assistants coach qui viennent parfois aider dans le cadre de l'entraînement de cette équipe, et parfois avec le manager qui va planifier un petit peu les horaires d'entraînement, qui va planifier tout ce qui est hors du jeu. Le manager, il gère plus l'équipe, c'est vraiment ça. Enfin, Alors, pas l'aspect technique. La vraie différence entre le coach et le manager, c'est que le coach se base uniquement sur ce qu'il y a dans le jeu, normalement. Car c'est pas ce qui se passe en la réalité, mais normalement, le coach se base avec l'analyse sur ce qui se passe dans le jeu, sur l'amélioration des aspects techniques et tactiques des joueurs, tandis que le manager se base sur l'amélioration des conditions de vie des joueurs. Il va, par exemple, s'occuper de tout ce qui est administratif pour les équipes professionnelles, sur la gestion des déplacements, la gestion des logements, la gestion de la nutrition aussi, avec parfois de la coopération avec des nutritionnistes professionnels ou des agents sportifs professionnels aussi. Tout le côté administratif est laissé au manager, ainsi que le côté social et humain. Si jamais il y a des problèmes sociaux, des problèmes humains parmi les joueurs, c'est également au manager de s'en occuper. Lui s'occupe vraiment de tout ce qu'il y a hors du jeu. Ok, d'accord, très intéressant. Et sinon, on peut appeler ça aussi strater, du coup, un coach. Un strater, quelque chose de différent. Non, le strater, ce que vous appelez strater, ça va plutôt être celui qu'on va appeler dans certains jeux le call maker. Le strater, c'est celui qui effectue la stratégie pendant la partie. Car pendant les parties, les coachs n'ont pas le droit d'intervenir. Ils n'ont pas le droit de parler à leur équipe. C'est là que le strater, dans les jeux en coopération, donc le call maker ou le strat maker, le leader in-game également, oui, va être celui qui va dire à l'équipe, on fait ça comme ça, on passe à tel endroit, on attaque de telle façon, etc. Donc chaque équipe est quand même bien entourée, bien encadrée. Ok, d'accord. Dans le cadre des équipes professionnelles, oui. Après, il y a des décroissances avec les équipes semi-professionnelles et les équipes amateurs, ce qui est normal. Oui, ce qui est normal. Mais dans le cadre des équipes professionnelles, comme on peut en citer Astralis, G2 que vous avez cité précédemment, Fun Plus Phoenix, il y a un encadrement digne des grandes compétitions et digne des grandes professions, avec des agents, des coachs, des managers et de plus en plus des nutritionnistes, des psychologues, des personnes qui sont là pour s'assurer du bien-être physique et psychologique des joueurs, en plus de s'assurer de leur performance. D'accord. Très intéressant. Donc pour être rémunéré, le joueur professionnel et son équipe, donc comme vous l'avez dit, participent à des LAN parties importantes aux 4 coins du monde. En cas de victoire, ils remportent une somme d'argent variable, mais surtout une réputation qui peut intéresser les sponsors. Les sommes d'argent mises en jeu ne cessent d'augmenter ces dernières années. Les équipes importantes sont sponsorisées par les grands constructeurs de matériel informatique comme NVIDIA et ATI, qui sont des constructeurs de cartes graphiques, ou encore Intel et AMD, qui sont des fabricants de microprocesseurs. Donc les compétitions sont organisées par des associations organisatrices d'événements électroniques depuis le début des années 2000. Ces organisations nationales ou internationales collaborent avec les éditeurs, les clubs et les joueurs pour l'organisation des compétitions et en particulier pour la gestion de l'économie du sport électronique. Et du coup, encore une nouvelle question. Je voulais vous demander si vous avez déjà participé à des compétitions et comment ça se passe. Ouais, voilà, comment ça se passe. Et moi, j'ai participé à 2 compétitions de LAN, donc des compétitions physiques. Donc c'est une compétition où on amène notre ordinateur sur place. On est avec notre équipe. Donc toutes les équipes sont mises dans une salle. Et donc les compétitions ont lieu en direct et on s'affronte. Avec donc les équipes qui sont les unes à côté des autres, ça crée une certaine effervescence et une grande ambiance aussi, et ça peut durer un jour comme un week-end ou voilà. D'accord, très bien. Et toi, tu as arbitré pour ma part, en tant que joueur, j'ai participé également à une LAN, la Gamers Assembly en 2018 à Poitiers, qui est l'un des plus grands rassemblements en France au niveau des LAN françaises en tant que joueur. En tant que coach, j'ai été à celle de 2019, mais non pas pardon. J'ai été à l'Occitanie Sport Show, je crois, si ma mémoire est bonne, qui est à peu près la même chose que la GA, mais sur Montpellier, participer en tant que coach.
Et en tant qu'arbitre, je suis effectivement sur les tournois sur Internet qui n'ont rien à voir avec des LAN pour le coup. Ce sont vraiment des tournois qui sont organisés sur Internet où chaque joueur participe depuis chez lui et va essayer de faire la meilleure performance possible, parfois pour des gains monétaires, parfois simplement pour des gains de réputation. Ok. D'accord. Et il m'a aussi été possible d'être administrateur à une LAN qui est la Colmar eSports Show l'année dernière et je vais réitérer l'expérience cette année. D'accord. D'accord, très bien. Ok. Juste une question. Quand tu dis que vous êtes tous dans une salle et que vous jouez avec vos ordi et tout, c'est retransmis comment? Enfin, comment le public, c'est par Twitch? Enfin, je sais pas du tout. Comment... Alors, il y a 2 diffusions. Il y a une diffusion qui peut être en direct sur place où il y a un public qui vient à la LAN et aussi une retransmission qui est en direct sur Twitch ou YouTube en général. Voilà. Ok, merci. D'accord. Donc en avril 2016, le Comité international olympique annonce reconnaître l'e-sport comme un sport à part entière en partenariat avec l'Agence mondiale antidopage. La Fédération internationale d'e-sport apportera son concours au Comité olympique afin de définir la faisabilité de telles compétitions lors des Jeux olympiques. Dans cette continuité, en juillet de la même année, l'e-sport Integrity Coalition Quel accent est fondée en Angleterre par plusieurs acteurs majeurs tels que l'ESL, la DreamHack, Intel et Plantronics. Son objectif est de lutter contre le dopage dans le milieu du sport électronique, tel que l'ESL avait déjà essayé de faire depuis un an. En août 2017, peu après l'obtention par Paris des Jeux Olympiques d'été de 2024, Tony Estanguet, qui est un membre du Comité international olympique et qui est le coprésident du comité de candidature Paris 2024, se dit prêt à discuter avec le CIO et les représentants du monde du sport électronique pour éventuellement y inclure la discipline. Cependant, la marche menant à la consécration suprême, à savoir la reconnaissance par le CIO, est encore haute. En décembre 2018, celui-ci a jugé l'intégration de l'e-sport prématurée en cause la difficile appréciation de son caractère sportif et surtout les intérêts privés qui se trouvent derrière, qui servent de relais promotionnel aux éditeurs du jeu vidéo. Le secteur est axé sur le commerce alors que le mouvement sportif repose lui sur des valeurs. Je te vois réagir, Julien. Et du coup, vous pouvez réagir parce que je veux vous demander votre point de vue sur le caractère sportif ou non de l'e-sport qui permettrait à l'e-sport d'être reconnu par le CIO. Alors, c'est effectivement un sujet assez sensible, car il est vrai que l'e-sport peut ou non être considéré comme un sport en fonction du point de vue. Tout d'abord, ça dépend de ce qu'on appelle un sport. Si on considère qu'un sport est quelque chose qui demande un effort physique pour obtenir récompense, pour participer à un championnat, pour participer à une compétition, alors l'e-sport peut être considéré comme un sport. Car selon des études de plus en plus fréquentes, il est prouvé qu'une bonne forme physique et une bonne forme psychologique peuvent amènent tout simplement en fait à de bons résultats. Récemment, j'ai consulté un agent e-sport qui était autrefois agent de joueurs de rugby pour les All Blacks notamment, qui disait que la capacité de gainage pouvait entraîner une réduction de temps de réaction d'à peu près 0,5 secondes, si ma mémoire est bonne. Ce qui est dans le cadre de l'e-sport énorme. Et de plus en plus de joueurs professionnels et d'équipes professionnelles font en sorte, comme j'ai dit précédemment, d'entretenir la forme physique et psychologique de leurs joueurs afin justement de pallier à cette image que les joueurs e-sport ne sont pas des sportifs. C'est pour ça qu'on appelle de plus en plus les joueurs e-sport des athlètes. Après, il y a quelque chose qui est contestable dans le fait que l'e-sport soit sur des valeurs économiques et le sport sur de vraies valeurs. L'e-sport est effectivement sur des valeurs économiques, c'est un fait. Car les jeux utilisés pour l'e-sport sont créés par des éditeurs. Les éditeurs ont donc la main mise sur le monde de l'e-sport et donc vont dicter les règles. Et les éditeurs sont, par définition, là pour faire de l'argent sur leur production. Le sport, cependant, est dans le domaine du divertissement. Et le domaine du divertissement est également un domaine qui brasse énormément d'argent. Les valeurs sont là pour divertir le public, pour faire en sorte de promouvoir la montée des athlètes également, et l'accomplissement des athlètes. Mais toute la publicité, les retransmissions aux télévisions, toutes les publicités qu'il y a au niveau des stades, etc., montrent également un désir de faire beaucoup d'argent. Et c'est naturel, c'est normal. Parce que c'est comme ça que les mondes de l'e-sport et du sport vont tourner. Avec les investissements, il y a de plus en plus de possibilités pour les athlètes et pour les sponsors, forcément. Donc les mondes vont tourner comme ça. Mais il y a un rapprochement malgré tout entre ces deux mondes. Car les valeurs sont les mêmes. Il y a malgré tout ce besoin, cette nécessité de faire de l'argent tout simplement. D'accord. De son côté, Yannick Agnel, est-ce que j'ai besoin de le présenter ?
Oui, Bon, je oui, le moi connais je quand connais même. pas. Je connais pas. Célèbre champion olympique de natation et qui est désormais directeur de la performance d'un club de e-sport à Marseille, estime qu'il y a encore à débattre quant à cette éventuelle intégration de l'e-sport aux Jeux Olympiques. Car je cite, par exemple, un sport n'appartient à personne, entre guillemets, alors que chaque jeu a un éditeur, un développeur et appartient donc à quelqu'un. Oui, Moi, vas-y. c'était juste, pardon, j'avais vu un article comme quoi il y avait quelqu'un qui n'était pas contre le fait d'avoir des jeux des jeux e-sport, mais c'était plus qu'il fallait organiser à eux-mêmes en fait leur propre tournoi, parce qu'ils disaient les Jeux Olympiques, il y a plusieurs sports qui sont représentés. Du coup, il faudrait un tournoi avec plusieurs jeux d'e-sport représentés plutôt que mettre un seul jeu qui sera aux Jeux Olympiques. Oui, effectivement, c'est une alternative qui est pensée par pas mal de personnes. Mais c'est vrai que ce qui manque à l'e-sport aujourd'hui, c'est vraiment des compétitions à caractère national qui sont assez peu présentes. On en a une sur Overwatch qui marche énormément. Il y a beaucoup d'engouement et beaucoup de téléspectateurs chaque année. Mais c'est vrai que ça manque parce que voilà, pour des personnes, des e-sportifs professionnels, représenter son pays dans une compétition à caractère international, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui peut... C'est vrai, et outre ça, la séparation entre l'e-sport et le sport a été proposée, comme vous l'avez dit, mais a aussi été décriée par certains, car selon d'autres personnes, l'e-sport et le sport devraient plutôt fusionner et devraient montrer, entre guillemets, front commun par rapport au fait que ce sont tous les deux des domaines de divertissement. Cependant, l'e-sport a déjà été accepté aux Jeux de Corée, qui auront lieu, si ma mémoire est bonne, en 2022, qui ne sont pas les Jeux Olympiques, mais qui sont des Jeux spécifiques à la Corée, car la Corée étant un pays qui a percé dans l'e-sport très rapidement et qui est le pays majeur de l'e-sport en ce moment, même s'ils sont de plus en plus rattrapés par la Chine, ceux-ci présentent l'e-sport dans leurs jeux nationaux. Et ça peut être un tremplin pour le CIO, pour le coup, pour essayer d'intégrer l'e-sport aux Jeux Olympiques ou à d'autres pays organiser des jeux qui vont être spécifiques à l'e-sport. C'est un bon début. Comme ça, on a tous les points de vue. C'est Oui. parfait. Donc en France, les compétitions de jeux vidéo ont longtemps évolué dans un certain vide juridique. En janvier 2016, Manuel Valls se confirme à deux parlementaires, Rudy Salès et Jérôme Durin, la mission de définir un cadre législatif et réglementaire favorisant le développement des compétitions de jeux vidéo en France, auprès de la secrétaire d'État générale du numérique et de l'innovation, Axel Lemaire. Le rapport remis en mars 2016 par les deux parlementaires débouche sur une participation au projet de loi pour une république numérique qui est adopté en octobre 2016 et reconnaît dans son chapitre 4, section 2, la pratique du jeu vidéo en compétition en France, ainsi qu'un statut officiel aux joueurs professionnels. L'association Loi de 1901 France e-sport est créée le 27 mai 2016 avec pour mission de, je cite, représenter les intérêts communs des agents du secteur des sports électroniques, ainsi que de développer, promouvoir, encadrer la pratique des sports électroniques dans un esprit d'équité et d'épanouissement humain, s'inscrivant dans les valeurs et les principaux fondamentaux de l'olympisme. Donc les marques s'intéressent de plus en plus à cette discipline par le sponsoring de compétitions et d'équipes. Dans certains pays, comme l'a dit notre invité, la Corée, les Gozu sont de véritables célébrités. Certains matchs de jeux de stratégie sont diffusés à la télévision en direct. Depuis le début des années 2010, des web TV se sont spécialisés uniquement dans le sport électronique, tels que iScore TV, NetGaming, Origin TV pour ne citer que. Ces web TV utilisent des servings de streaming et de VOD comme YouTube et Twitch. L'événement le plus regardé de l'histoire du sport électronique, vous avez une petite idée? League of Legends. Oui, mais quand? Je sais pas. Ouais, c'est le dernier championnat du monde de League of Legends. C'est bien avec parce que nos invités, ils acquiescent, ils sont d'accord avec tout ce que tu dis. 1,75 million de spectateurs sur la plateforme de diffusion de vidéos en direct qui est Twitch, surpassant le désormais célèbre Eclipse de Fortnite, et c'est plus de 3,9 millions de téléspectateurs simultanés au global, hors retransmission télévisée et hors territoire chinois. De son côté, en France, la chaîne C8 mise sur l'e-sport et a par exemple diffusé entre fin septembre et fin novembre 2017 un tournoi de Counter-Strike Go, à l'instar des chaînes L'Équipe TV, Canal+, Beansport ou SFR Sport qui ont déjà entamé ce type de diffusion. Depuis janvier 2018, ES1 est la première chaîne française entièrement dédiée à l'e-sport.
Selon une étude publiée par Newzoo en 2015, l'audience de l'e-sport en 2014 est de 89 millions de visionneurs réguliers et de 117 millions de visionneurs occasionnels. Selon la même agence, l'audience atteint en 2017 les 191 millions de visionneurs réguliers et 194 millions de visionneurs occasionnels. Encore selon cette agence, 42% des visionneurs de sport électronique ne pratiquent pas eux-mêmes les jeux vidéo qu'ils regardent. Donc l'e-sport aujourd'hui, c'est des salles mythiques et des stades pleins, des jeunes en folie, des compétitions dont les récompenses dépassent l'entendement, des joueurs connus aux quatre coins du globe et dont la renommée dépasse même celle de certains sportifs. Donc voilà ce qu'est l'e-sport aujourd'hui, un véritable phénomène de société, un sport même du coup. Au départ, Au départ, simple loisir, l'envie de compétition a vite pris le dessus, donnant une toute nouvelle dimension aux jeux vidéo. Bravo, merci Antoine. Pas de souci. J'ai vu que vous avez marqué des choses sur vos feuilles. Est-ce que vous voulez rajouter des informations? Moi, juste une petite anecdote. Au début de ta chronique, tu as dit que généralement, un athlète sportif allait rester dans le même domaine de jeux vidéo. Ouais, j'ai dit ça, ouais. Et il y a une exception qui est un joueur suisse, donc francophone, qui s'appelle Airwax, qui était un ancien joueur professionnel de League of Legends et qui lui est complètement passé sur Fortnite. Donc qui n'a rien à voir. Donc, et ça pourtant, aussi, ouais. Ça arrive, ça arrive. C'est plus rare, mais ça arrive. Et c'était déjà un très bon joueur sur League of Legends et aujourd'hui sur Fortnite, il a participé à la Coupe du Monde carrément de Fortnite. Carrément, donc ça lui a pas. Il y en a qui sont bons. Il y en a qui sont bons en tout quoi. C'est un don, effectivement. D'accord, Julien, peut-être, je sais pas. Non, tout ce que vous avez noté a été précisé par la suite. Juste un dernier détail que je voulais préciser par rapport au fait que l'e-sport soit pour les jeunes, soit majoritairement pour les jeunes. Oui. C'est vrai que l'e-sport a les joueurs e-sport ont entre guillemets une date de péremption par rapport aux capacités physiques qui va arriver aux alentours de 27 ans et va demander une redirection généralement. Cependant, il y a aussi les tournois e-sport qui sont faits pour les personnes âgées. Et pour le coup, je me souviens y avoir assisté à la Gamers Assembly 2018. D'accord. Il y avait un tournoi e-sport qui était sur Weebulling, qui paraît ça paraît complètement incongru, mais il y avait vraiment un tournoi e-sport sur Weebulling et il y avait des personnes âgées qui étaient sur scène devant des centaines de spectateurs et qui jouaient à Weebulling. Wow, c'était mémorable. C'est trop bien. Surtout que Weebulling, c'est vachement bien. Mais c'est pour le coup, je crois avoir rarement vu une foule avec autant d'engouement que en regardant ces personnes âgées en train de jouer à Weebulling. Je suis sûre que c'est le genre de choses que quotidien ils aimeraient bien mettre en avant dans c'est quoi, Mercredi Transpi, non, c'est pas ça. Justement, c'est passé dans Mercredi Transpi. C'est pour ça que j'en ai entendu parler, c'est déjà passé dans Mercredi Transpi. Donc maintenant nous allons passer à Violette, je t'en prie, éblouis-nous sur l'utilisation de l'e-sport. Alors l'e-sport a donc d'une manière générale pris une grande importance dans notre société, comme l'a dit Antoine précédemment. Et moi je vais me concentrer sur l'utilisation de l'e-sport, par exemple à des fins caritatives principalement. L'e-sport est avant tout un jeu vidéo en ligne pratiqué en équipe, on l'a vu, et dans un but distractif. Mais à partir de la fin des années 1990, cette pratique prend une dimension professionnelle par la création de tournois qui vont même aller jusqu'à se réaliser sur la scène internationale. C'est-à-dire que des acteurs mondiaux du sport électronique participent à des tournois officiels organisés par exemple, attention à un mot en anglais, la Major League Gaming. Il devient alors un sport électronique de haut niveau. Il ne s'agit pas d'une activité physique, donc on en a déjà un petit peu débattu précédemment, à proprement parler, donc ce n'est pas une activité physique, mais son nom est tiré du fait que les actions à réaliser durant une game peuvent aller jusqu'à 300 actions par minute. Il faut une capacité de gainage, comme on l'a vu, une forme physique et psychologique. C'est le cas principalement des jeux de League of Legends ou encore de StarCraft. Les tournois trouvent des financements par des sponsors, des publicités, lors de la diffusion en streaming de ces tournois, et on verra plus précisément quand je parlerai du Z-Event évidemment, comment l'argent est généré. Et on constate que d'année en année, il y a de plus en plus de pratiquants de e-sport. Il y aurait environ 14 millions de pratiquants de jeux vidéo, d'une manière générale, dont 3,6 millions qui participent à des compétitions de e-sport. C'est en 1997 qu'a lieu l'un des premiers tournois. Il s'agit du jeu du Quake. C'est d'ailleurs organisé par la Cyber Athlete Professional League, qui la même année est créée par Angel Munoz. Ce tournoi regroupe à l'époque 300 concurrents, et cette première compétition virtuelle marque la professionnalisation de l'e-sport et sa reconnaissance en tant que sport d'équipe. Puis a lieu un autre tournoi, celui de l'Anna Game en 2003, qui cette fois rassemble 820 joueurs.
Donc déjà, on a augmenté de pas mal le nombre de concurrents. Il faut faire des calculs, attention. Hein. Oui. Je vais pas me lancer là-dedans, là. Ce tournoi est plus précisément une LAN party. LAN party. LAN party, pardon. C'est-à-dire un événement rassemblant des joueurs pour participer à des jeux vidéo multijoueurs sur un réseau local à la place d'Internet. Déjà, il y a Xavier qui a fait une tête bizarre quand on a parlé du ZDE. Ah oui, t'as réagi, oui. Ouais. Ah oui, c'est pas vraiment de l'e-sport. C'est de l'e-sport. Ah oui. Gros débat. Il y a des acteurs de l'e-sport qui y participent, mais c'est plus du côté du gaming en fait, parce qu'en fait c'est pas des compétitions, c'est vraiment là l'aspect divertissement, c'est pas l'aspect compétitif en fait. Voilà. Ok. D'accord. C'est bien de voir tous les aspects, c'est pour ça. Donc vas-y, continue Violette. Ceci permet de rassembler les participants dans un lieu convivial, d'échanger sur des connaissances, de parler aux autres. Ce qui est intéressant dans ce tournoi-là, c'est qu'il va au-delà de la rencontre sportive en ajoutant à l'événement des débats sur les systèmes d'exploitation, sur les jeux vidéo, des rencontres aussi avec des graphistes et des hackers. Ce tournoi est donc un tournoi qui vise le loisir, le partage, l'apprentissage, mais aussi qui ouvre à la discussion en débattant sur les hackers, les systèmes d'exploitation. C'est si beau ce que tu dis, Violette. Les tournois continuent de se développer de plus en plus, notamment par le biais d'Internet, bien sûr, qui relaie les tournois aux yeux des spectateurs. La CPL, c'est-à-dire la Cyber Athlete Professional League, dont nous avons déjà parlé, offre 1,5 million de dollars en espèces en 2005 pour financer des tournois, ce qui est une somme considérable. Puis, cette ligue est une force pour l'e-sport et en 2008, elle va même créer la Fédération internationale de l'e-sport, une organisation mondiale basée en Corée du Sud et dont la mission principale est de faire reconnaître le sport électronique comme un sport à part entière. Cette organisation compte 47 nations membres depuis 2018. En France, c'est surtout à partir de 2010 que l'e-sport se développe. De nouveaux tournois sont créés en 2016, c'est-à-dire la e-League 1 sur FIFA 18. Le cabinet Superdata estime quant à lui que l'e-sport en France pèsera 26 millions de dollars en 2017 et près de 29 millions de dollars en 2018. Pendant qu'on est sur des chiffres concernant la France, j'aimerais ajouter qu'en 2019, et d'après un site internet s'appelant Statista, la France compte dans ses rangs plus de 930 joueurs professionnels d'e-sport. C'est bien ça, si ça vous dit quelque chose. Oui, après, oui, pardon. Oui. Ok. Après, donc les USA, la Corée du Sud et le Japon, elle est au 4e rang mondial, ce qui n'est pas rien. Pas les Finlandais, non? C'est peut-être que sur LoL, je sais pas. Comment ça? Les Finlandais, non? C'est vrai que les pays d'Europe du Nord ont beaucoup de joueurs ont beaucoup de joueurs connus professionnellement parlant. Mais c'est pas forcément. Ils ont beaucoup de joueurs connus, mais pas forcément beaucoup de joueurs au total. Car là où on connaît beaucoup de joueurs finlandais, danois, suédois, norvégiens, sur des jeux comme League of Legends, sur CSGO, les joueurs français sont plus répartis. On a beaucoup de joueurs français sur FIFA notamment, où Vitality n'arrête pas d'accrocher les championnats du monde, et je crois que même qu'ils les gagnent si ma mémoire est bonne. On a des joueurs français sur Rainbow Six Siege. On a 2 joueurs français sur Soul Calibur 6 qui font des performances incroyables, qui sont Kayane et Skill. L'un, le second ayant été sacré champion du monde récemment, je crois, il a gagné l'Evo 2019. C'est pas rien, ouais. On a des joueurs français sur Overwatch qui représentent la France de toute façon à la Coupe du Monde. Des joueurs français sur League of Legends, quoique un petit peu moins. Donc là où les joueurs de l'Europe du Nord sont plus souvent connus, ils sont également moins nombreux en globalité. Ok, merci. J'en prie Violette. Donc, on va maintenant parler de 2 autres jeux vidéo. Donc, c'est vrai que je me suis un petit peu éloignée de l'e-sport, mais je trouvais ça intéressant d'en parler, puisque je cherchais les utilisations, enfin comment on pouvait se servir des jeux vidéo d'une manière générale par Internet. Donc, le premier jeu vidéo est à but caritatif, et l'autre est à but scientifique, et c'est surtout lui qui s'éloigne vraiment du e-sport. Mais il est surprenant, disons. Donc, je vais en parler quand même. Le premier a beaucoup fait parler de lui récemment, vous l'aurez deviné, il s'agit du Z-Event, bien que on pourra parler de s'il s'agit en effet d'un d'e-sport ou non. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Z-Event, c'est un projet créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary, plus connus sous les noms de Zerator et Dash. Il réunit des streamers francophones pour jouer en live sur le site de streaming Twitch, et le but est d'obtenir des dons pour une association caritative. Les streamers jouent donc pendant environ 50 heures, soit 3 jours, à des jeux vidéo en ligne qui sont visionnés par un public qui a la possibilité de faire des dons. Donc l'argent généré lors de l'événement l'est soit par la diffusion de publicité, des sponsors, ce qui n'est pas très fréquent a priori pour le Z-Event, les sponsors sont plutôt utilisés pour organiser par exemple la Paris Games Week.
soit par l'accès pour les abonnés à des fonctionnalités, disons, attractives, disponibles sur leur stream, par exemple dans l'espace commentaire, ou soit directement par des dons spontanés de la part des visionneurs, ce qui est le cas du Z-Event. La première édition du Z-Event date de 2016 et a permis de lever plus de 170 000 € pour l'ONG Save the Children. La deuxième date de 2017 avec 60 heures de live consécutives pour 500 000 € au total pour la Croix-Rouge et les sinistrés de l'ouragan Irma. Ensuite, encore une édition en 2018 qui avait réuni plus d'1 million d'euros pour Médecins sans frontières. Et cette année, bien sûr, du 20 au 23 septembre 2019, c'est 3 millions d'euros, un petit peu plus, qui ont été récoltés pour l'Institut Pasteur. Donc c'est un record. Le Z-Event est un moment de partage et de solidarité. C'est vrai que personnellement, je ne connaissais pas du tout le Z-Event parce que je ne suis pas du tout une gameuse, donc je m'attendais à quelque chose d'assez fermé où les personnes sont juste sur leur écran. Et en fait, c'est vraiment un moment de partage et de convivialité. Donc, on peut se demander par quels moyens les gens vont en venir à donner de l'argent spontanément. Il est évident que d'abord, il s'agit d'argent pour une association caritative, donc le public est beaucoup plus amène de donner. Quand bien même il ne s'agit pas d'un public passionné de jeux vidéo, mais pour encourager les spectateurs d'autant plus, les joueurs se donnent des défis, que ce soit des défis au sein du jeu vidéo auquel ils jouent, ou des défis en dehors du virtuel. C'est par exemple, pour donner une illustration assez marquante, le cas du joueur nommé Kameto qui se lance le défi de faire à vélo Montpellier, donc le lieu du Z-Event, Marseille, donc c'est environ 9 heures, en étant un cycliste confirmé, s'il atteint 75 000 € sur sa cagnotte. Donc les joueurs bien connus, donc Zerator, qui est le créateur du Z-Event, et Squeezie, qui est un youtubeur connu, vont expliquer le challenge aux spectateurs et encourager les gens à donner, si bien qu'en à peine 10 minutes, 40 000 € sont récoltés, pour un total donc de 75 000 €. Ouais, c'est conséquent. Hein. C'est énorme. Ça va vite. C'est très très vite. Ouais. Donc c'est un moment fort et d'émotion, un des moments forts et d'émotion du Z-Event. Et donc on constate que c'est en effet un moment de partage, de convivialité et surtout de bonne volonté aussi, puisque l'argent récolté va dans une association. Juste, du coup, pour préciser pour les auditeurs la différence entre e-sport et le Z-Event. Oui, juste parce que pour clarifier tout ça. Pour clarifier tout ça, oui. Mais en fait, le Z-Event, ça va plus s'inscrire dans la branche gaming que e-sport, parce que l'e-sport, c'est vraiment le dérivé compétitif du gaming. D'accord. Et donc, après, il est vrai que aux Z-Event, il y avait énormément de streamers, du coup, qui faisaient leur retransmission en live, qui viennent de l'e-sport, donc qui sont d'anciens joueurs ou des joueurs professionnels. Et c'est vrai que c'est marrant parce que ça motive les gens à donner de l'argent, d'infliger des défis comme ça à leurs propres streamers. Ça marche très bien, oui. Et ça fonctionnait, effectivement. Et l'année dernière, d'ailleurs, ils ont eu un défi, c'est de tous se raser la tête. Donc, ils se sont motivés. À partir de 1 million d'euros, ils sont passés, ils ont fait un live où ils se sont tous rasés la tête. C'était extrêmement marrant. C'est grave drôle, ouais. Ouais, voilà. Après, j'ai vu pour la forme un peu plus compétitive, il y avait aussi rien que les pierre-feuille-ciseaux là, entre Squeezie et Gotaga. 15 000 €. 15 000 €, il me semble. C'est ça. Ouais, ça c'est très compétitif. Après, dans le cadre des défis, cette année, il y a aussi eu beaucoup de streamers comme Sardoche, Domingo, je crois qu'il y avait eu Moment aussi, Dash, qui ont dit qu'à partir de 2 millions d'euros, qui étaient au moment où ils ont fait le défi, qui semblait une somme inatteignable. Ils ont dit qu'à partir de 2 millions d'euros, ils allaient participer au marathon de Paris. Vu qu'ils ont récupéré 3 millions d'euros, autant dire qu'ils ont commencé, ils se sont beaucoup entraînés depuis. Oui, j'ai vu Sardoche, il s'était mis à courir. Ah oui, il y en a plein qui font des entraînements. C'est plus de 40 km, quoi. C'est énorme. Un marathon, quoi. Ouais. Bonne chance à eux. Oui, bonne chance. En effet, réfléchir avant de faire un pari, quoi. Beaucoup regrettent. Au moins, ça a motivé les personnes à faire des dons. Et donc, je vais vous parler du deuxième jeu, du second jeu qui est un peu plus éloigné, mais bon, ma foi, ça donne une ouverture un petit peu sur d'autres possibilités quant à la portée des jeux vidéo. Donc, le second jeu s'appelle Bird Lab. C'est un jeu gratuit dans lequel on apprend à reconnaître 26 espèces d'oiseaux pour pouvoir les observer dans son propre jardin. L'application nous géolocalise et par nos observations réelles retranscrites sur le jeu, les scientifiques peuvent valider des hypothèses, observer les oiseaux présents dans telle ou telle région. Les informations sont transmises aux chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle et d'AgroParis Tech. Du coup, ça n'a rien à voir avec les sports. Pas dans Non, mais on voit que les jeux vidéo servent à autre chose, quoi. Oui, mais d'accord.
couper si c'est pas Oui, pertinent oui. dans la chronique. On dirait que t'as voulu placer une application que genre t'aimes bien, tu vois, genre placement de Non, mais je produit. sais pas, on m'en a parlé, j'ai fait, oh, c'est trop cool, genre, c'est pour à des fins scientifiques, genre. L'espèce meurt à cause du réchauffement Voilà, climatique. c'est ça. Yes. Pour mettre la bonne ambiance. Bah alors du coup, pour finir, j'avais 2 questions. La première question, donc bien sûr à destination de nos invités, la première question c'était par rapport aux coachs dont on a parlé tout à l'heure et je me demandais s'il y avait des coachs pour les parties amateurs et s'il y en avait, est-ce qu'ils étaient professionnels ou non? Bah, ok. Alors, S'ils sont amateurs, ils sont pas. Alors ça dépend. Ça va beaucoup dépendre du jeu, ça va beaucoup dépendre de la plateforme aussi. Je sais qu'il y a des sites qui de plus en plus essayent de recenser des coachs qui sont non professionnels. Car un coach professionnel, ça va être généralement un coach rémunéré. Ce qu'on appelle un coach professionnel, c'est quelqu'un qui est dans une équipe qu'on va appeler T1, donc une équipe professionnelle, et donc rémunéré par le biais d'une structure, de tournois ou de beaucoup de choses comme ça. Donc on va plutôt appeler ça des coachs amateurs ou des coachs semi-professionnels en fonction du niveau dans lequel ils évoluent. Et il y a de plus en plus de sites qui recensent les coachs en fonction des jeux et des plateformes. Il y a par exemple le site SeekTeam, qui va permettre à beaucoup de joueurs de chercher des coachs ou à des coachs de chercher des joueurs justement. Le site snowball.gg, sur lequel je suis recensé d'ailleurs, qui permet à des joueurs de book des sessions, des joueurs à l'équipe d'ailleurs de book des sessions payantes avec des coachs pour s'entraîner en fait avec ces coachs-là, qui ne vont pas être exclusifs à ces équipes-là, mais qui vont proposer leurs services sur ce site. Mais il y a également, pour certaines équipes qui se forment de façon amateur, des coachs, mais qui vont être tout aussi amateurs que les équipes la plupart du temps. C'est des coachs qui soit essayent de se former eux-mêmes pour ensuite évoluer sur une scène professionnelle, soit qui évoluent avec l'équipe car c'est une équipe de copains qui s'est formée et qui essaie de faire de l'e-sport. Donc ils n'ont pas spécialement de diplôme, juste ils disent bon moi les gars je fais coach et ils apprennent sur le terrain. Alors justement par rapport au diplôme, pour l'instant il n'y a pas vraiment de diplôme de coach e-sport. La plupart des coachs reconnus viennent de 2 milieux différents. Soit ils viennent des coachs sportifs, où ils auront déjà percé en tant que coach sportif et donc reviennent en tant que coach e-sport et être reconnus comme étant compétents dans leur ancien domaine. Soit ils auront été anciens membres de la communauté e-sport, donc soit en tant que joueur, en tant que manager ou en tant que spectateur, et y auront passé beaucoup de temps. Il n'y a pas de diplôme e-sport, notamment parce que les écoles de formation ne font pas de diplôme de coach. Et n'ont pas cette volonté de la bouche des directeurs de Helios Gaming, de la MGA et d'autres écoles de cet acabit. Ils n'ont pas la volonté de faire des diplômes de coach e-sport car, selon leurs mots, ce n'est pas encore un marché qui va assez rapporter. Les coachs e-sport sont donc reconnus par le bouche à oreille. Ils vont être reconnus par leurs pairs. C'est ce qu'on voit sur League of Legends, sur Overwatch et sur beaucoup d'autres jeux coachables. D'accord, ok. Et j'avais une deuxième question, c'était par rapport à l'environnement. Je sais pas, c'est une question peut-être bête, mais c'était pour savoir si, est-ce que, en effet, vu tous les ordinateurs utilisés pour les grands tournois, les grands événements, est-ce que ça consomme beaucoup d'énergie? Est-ce que ça peut être nocif? Est-ce que ça coûte du coup super cher? Voilà. Et c'est vrai que ça a un certain impact, on peut pas le nier écologiquement, mais après il y a pas mal d'initiatives qui visent à les restreindre. Donc par exemple il y a des initiatives qui essaient de lier jeux vidéo et environnement. Donc pour sensibiliser les gens à l'environnement et aux questions écologiques, mais c'est vrai que ça a un certain impact, oui. L'impact écologique est d'autant plus terrible j'ose utiliser le mot terrible, car avec les récents développements du jeu vidéo, notamment plus que de l'e-sport, car c'est surtout l'industrie du jeu vidéo qui a un impact là-dessus. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais récemment, il y a eu les débuts de Google Stadia. C'est une plateforme pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de jeux vidéo qui va vous permettre de jouer à n'importe quel jeu depuis votre ordinateur. Et même si votre ordinateur est un Macintosh de 1996 qui fait à peine tourner le solitaire, grâce à Google Stadia, vous devriez être capable de faire tourner un jeu en qualité HD comme vous n'en avez jamais vu. C'est fou. Et le problème de Google Stadia, c'est que non seulement ça va demander aux ordinateurs connectés d'avoir la fibre optique et la bonne fibre optique en l'occurrence, mais aussi que les centres de données Google Stadia polluent énormément. Oui. Car le fait de proposer ce service prend énormément sur l'écologie. Et il y a des théories, une théorie qui a été faite par un francophone dont malheureusement je n'ai plus le nom, j'en suis désolé s'il nous écoute, mais il y a des théories par rapport à l'évolution du jeu vidéo tel qu'il est actuellement qui promettent en fait que, selon beaucoup de scientifiques, le jeu vidéo ne peut pas continuer à évoluer de la sorte et va devoir faire un énorme retour en arrière car son impact écologique pour l'instant est beaucoup trop nocif. Donc c'est effectivement une problématique du jeu vidéo en général, plus que de l'e-sport, qui est au centre actuellement du jeu vidéo et qu'il va falloir tacler assez rapidement. D'accord.
D'accord. Pour revenir sur les formations, Charlotte me dit à la technique qu'il y a une école de commerce qui est spécialisée dans la formation de manager ou de coach. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça... Alors, tu rigoles. C'est aussi... c'est comme sport e-sport, c'est un autre grand débat dans notre milieu. C'est est-ce qu'on peut dire vraiment que ces écoles sont... est-ce qu'on peut les recommander ou est-ce qu'elles sont recommandables? Alors en fait, elles ont souffert vraiment d'un mauvais départ parce que à l'initiative, ces écoles étaient faites par des auto-entrepreneurs un peu malveillants qui avaient vraiment comme but juste de se faire de l'argent sur le dos de rêves d'enfants et d'adolescents, quoi. Et après, bon, dans le futur, là récemment, il y a des écoles qui de plus en plus se structurent et permettent vraiment d'accompagner un projet professionnel. Mais c'est vrai qu'elles souffrent encore de ce mauvais départ qui a été fait par des personnes malveillantes. Mais il y a donc l'école dont tu parlais, c'est l'école qui s'appelle le Gaming Campus, qui est à Lyon. D'accord. Qui contient deux écoles, une école qui s'appelle la Gaming Business School et une école qui s'appelle la Gaming Academy, qui n'ont pas du tout le même projet. L'une se concentre sur la formation, donc comme une école de commerce classique, de formation au métier du management et du commerce dans le milieu de l'e-sport et du jeu vidéo en général. Et l'autre, elle se concentre sur la formation d'athlètes e-sportifs, donc en proposant un accompagnement pour permettre à des joueurs de jeux vidéo brillants d'essayer de passer ce palier de joueurs e-sport amateurs à e-sport professionnel. Voilà. D'accord, merci. Et pour le coup, si je peux me permettre de rajouter ma propre expérience, car l'année dernière, j'ai été dans l'une de ces écoles. J'ai été dans l'école ISEFAC Montpellier, qui fait partie de ces écoles qui forment justement des managers, des coachs, des agents, qui forment autour du business de l'e-sport et non pas autour du jeu vidéo, même s'il y avait une école voisine qui était la MGA. Et c'est vrai que il y a ce côté mauvaise réputation qui est toujours présent, mais qui est de toute façon aussi présent dans les centres de formation sportifs, car dans les centres de formation sportifs, des centaines de jeunes rentrent et généralement, sur une promotion de 100 personnes, il y en aura un qui arrivera à se faire connaître, 2 peut-être, 10 si la formation est très bonne. Oui. Et de mon expérience à l'ISEFAC Montpellier, je vais essayer de rester très objectif, car forcément il y a toujours l'affect qui rentre en compte et beaucoup de choses comme ça. Les formations sont encore naissantes et sont encore en train de s'orienter. Ça a été montré à ISEFAC par le fait que le directeur d'ISEFAC est en train d'ouvrir une nouvelle école qui est XP, qui va essayer de s'orienter vers le management international, donner beaucoup plus de cours d'anglais, beaucoup plus de cours de compréhension du jeu vidéo, afin de créer du management et coaching international pour des personnes qui seront bien ancrées dans le business du jeu vidéo et de l'e-sport. Car ce sont des formations qui sont à la fois sur l'e-sport et le gaming. Mais ces formations s'améliorent petit à petit, essayent de prendre aux autres écoles de commerce et à leur passif d'écoles de commerce, car généralement ce sont des branches d'écoles de commerce qui vont développer cette nouvelle formation, essaye de prendre ce qui marche, de tester et de voir si ça fonctionne dans le milieu de l'e-sport. Souvent ça ne fonctionne pas, car le milieu de l'e-sport a beau être proche de celui du sport, il a aussi certaines différences non négligeables. Mais lorsque ça fonctionne, ça peut effectivement mener à ça pourra, j'espère en tout cas, mener à des formations qui auront une valeur à l'avenir. Mais malheureusement, on ne peut savoir la valeur d'une formation qu'à partir du moment où les diplômés de cette formation entreront sur le marché du travail et donneront eux-mêmes une valeur à ces diplômes. Ce qui arrivera normalement dans les 5 prochaines années, où les premiers diplômés vont vraiment sortir des écoles. D'accord. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment évaluer l'intérêt et l'importance de ces écoles. On peut juste espérer qu'elles soient un véritable tremplin pour une nouvelle génération de jeunes qui vont se former à l'e-sport et se former à un nouveau domaine, et qu'elles ne seront pas justement ce qu'ont été les premières écoles, c'est-à-dire des brise-rêves qui enverront beaucoup de jeunes au chômage. Et moi j'ai une question, il y en a beaucoup de ces écoles ou il y en a pas? Il y en a de plus en plus en tout cas. Ouais, de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Prisées, du coup, c'est vraiment du succès. Elles sont assez prisées et surtout qu'elles ont de plus en plus de partenariats avec des grandes industries et du travail et du jeu vidéo. Récemment, il y a Randstad qui est un grand industrie du travail notamment qui a fait qui est rentré dans l'e-sport et qui donc essaye de promouvoir un petit peu les écoles et d'être promu également par les écoles. Et il y a de plus en plus d'écoles, outre créées par les écoles de commerce, qui sont également créées, du moins des instituts de formation qui sont créés par des équipes ou des associations. C'est notamment le cas du Krebs de Poitiers, qui a été créé en collaboration avec les Orcs du Grand Poitiers, qui est une grande association en France d'e-sport et de gaming, qui a participé justement à la création de ce centre de formation, qui va essayer de mener les gens à devenir soit des joueurs, soit des acteurs de l'e-sport. Mais ces écoles arrivent de plus en plus partout en France. Il y en a à Montpellier, à Lyon, à Paris, à Toulouse, à Poitiers, à Lille. Et ça crée
plutôt que de créer une centralisation comme on en voit souvent sur des pôles, comme on aurait pu en imaginer une à Montpellier, à Paris, car ce sont les deux pôles e-sport principaux, ça crée justement un éclatement qui va généraliser le monde de l'e-sport en France. Ça peut mener à quelque chose de vraiment important. Donc merci Violette pour cette chronique, vraiment très intéressant. De rien. Nous pouvons enfin finir par Chloé qui nous présentera les critiques faites à l'e-sport, saupoudrées de quelques remarques personnelles, il me semble. Note aux invités, si elle dit des bêtises, vous n'hésitez pas à la reprendre ou à la nuancer. Jamais, voyons. On t'écoute. On a parlé déjà de quelques trucs que je vais un peu Oui, on a empiété sur ta chronique un petit peu. Pas à ce point-là, mais notamment des écoles, justement. Donc dans cette troisième partie d'émission, fini les bisounours et les licornes, parce que l'aspect associatif, tout ça, c'est bien mignon. Mais maintenant, je vais vous parler des revers de l'e-sport et du côté obscur de la force. Wow. Aïe. Parce que qui dit développement de la pratique, il dit aussi plus d'enjeux, plus d'impact et une volonté de professionnalisation qui déteint sur les joueurs, forcément. Et donc, qui de mieux pour parler de cette critique qu'une personne qui n'est clairement pas impartiale, on en a parlé, donc moi. On avait compris. Puisqu'il est vrai que je voue une passion sans limite aux jeux vidéo en général. Du coup, à la rédaction, on s'est dit que c'était plutôt logique. Mais on a beau adorer l'e-sport, on ne peut pas nier que le milieu commence à développer certaines mauvaises habitudes, pour le dire comme ça, à l'instar des sports traditionnels. Oui, bien sûr. En effet, l'e-sport, qui était auparavant davantage considéré comme un passe-temps, se développe rapidement et on constate une professionnalisation rapide du secteur. Et il faut bien que le reste du monde s'adapte. Tous les moyens sont bons pour devenir le meilleur dans un domaine où il y a beaucoup d'appelés mais très peu d'élus. Et la pratique qui se fait quand même une certaine dimension divertissante à la base, on en avait parlé, devient en fait un véritable business où seules les performances et les résultats comptent, dans certains cas, on va dire. Et bien qu'à l'heure actuelle, on en soit aux prémices, on va dire, de la discipline, si on peut parler comme ça, c'est vrai qu'en tant que fan d'e-sport, on peut redouter un peu le moment où tout va basculer pour regarder que le côté business. Même si ce serait quand même gonflé de ma part de m'en plaindre pour l'instant, parce qu'un dragon qui survole la foule pour les mondiaux de LoL, c'était quand même vachement sympa. C'était très stylé, effectivement. Ou le groupe True Damage aussi. Contextualise un peu parce qu'on l'a pas regardé. C'était à la compétition les mondiaux de LoL de cette année où ils ont fait en fait en réalité virtuelle un hologramme quoi. Ouais, c'est ça. Ok. À Paris en plus. Ouais, bah oui. C'est cool. Ouais, c'est sûr. D'accord. J'étais joie. En tout cas, certaines personnes ont vite sauté sur l'occasion de former rapidement donc efficacement les futures stars du jeu de vidéo. Et les premières écoles dédiées à l'e-sport ont commencé à apparaître, on en a parlé, dont une en France qui, sans surprise si on n'en parlerait pas dans cette chronique, a beaucoup fait parler d'elle, pas vraiment pour les bonnes raisons. C'est aussi un peu peut-être ce qui a mené à justement cette mauvaise réputation des écoles d'e-sport. Donc pour vous expliquer un peu le background de ce fait divers, on remonte en 2016 où la première et unique en son genre école de gaming ouvre ses portes. J'ai nommé The eSport Academy. On voit les sourires. Donc, avant son lancement, elle est décrite, je cite, comme la formation idéale pour former les élèves aux disciplines liées à l'e-sport. Si c'est pas beau, ça, ça promettait. En tout cas, donc, dès l'annonce de son ouverture, elle avait acquis une petite renommée et même BFM TV lui avait consacré un reportage. Waouh, incroyable. Waouh, amazing. Donc, si vous voulez aller le voir. Mais déjà au début, les avis étaient un peu partagés, notamment parce que le financement de tout ce petit business a commencé par un crowdfunding. Pardon pour l'accent. Crowdfunding. Crowdfunding. Donc pour quelque chose qui se voulait sérieux sur le papier, bah ça fait pas top. Et puis assez vite, les élèves se sont rendus compte que cette histoire était en fait carrément louche, puisque dès l'arrivée, ils ont dû finir eux-mêmes les travaux d'aménagement des lieux. C'est abusé. C'est triste. Ikea, tu connais. Donc en plus, ils se sont retrouvés 8 par chambre, dont une fille qui s'était retrouvée avec 7 mecs quand même. Yes, super. Et le petit plus, la cerise sur le gâteau, c'est l'épidémie de Galles qui s'est déclarée après la rentrée. Catastrophe. Ah ouais, quand même. En plus, non, mais parce que ça finit pas là, c'est un des élèves qui a dû aller acheter les médicaments pour enrayer. Parce qu'il y avait personne de responsable, forcément, pas, visiblement. Donc voilà, c'était quelque chose.
Et donc bref, ça n'a pas très bien commencé et ça n'a pas très bien continué, puisque d'anciens élèves ont témoigné avoir dépensé... Attends. Bref, ça n'a pas très bien commencé et ça n'a pas très bien continué, puisque d'anciens élèves ont témoigné avoir dépensé plusieurs milliers d'euros pour les cours annoncés, et ils se sont retrouvés sans ordi, ni salle de classe, ni prof. Et bien sûr, sinon c'est pas drôle, ils ne se sont jamais fait rembourser. Yes. Oui. Donc mon petit mot pour cette histoire, pour la fin de cette histoire, sera tiré d'une désormais célèbre expression qui résume bien la situation, je trouve. On s'attendait pas à grand chose, mais on est quand même vachement déçus. Smiley clin d'œil. Je voulais la placer celle-là. Donc voilà, si vous avez peut-être des réactions, parce que j'ai vu que ça avait fait sourire. Et ouais, mais c'est comme dit auparavant, malheureusement, quand il y a des initiatives personnelles qui sont faites par des personnes avec très peu de morale et dont les ambitions sont uniquement financières et qui n'ont pas la volonté vraiment de former des gens, ça peut amener des dérives quand il y a un manque d'encadrement, notamment de l'État, parce que c'est annoncé, ces formations qui sont nouvelles n'ont pas encore de réelle de valeur en termes de diplôme. Et oui, ça mène à des dérives et c'est terrible d'entendre ça parce que c'est des rêves qui sont brisés, c'est des gens qui rêvaient de devenir joueur professionnel ou coach, etc. Et voilà, de faire ça, c'est vraiment un comportement qui est... Ouais. C'est un peu un problème généralisé des professions du web, un peu, j'ai l'impression quand même. Hein. Les professions nouvelles en général. Ouais, voilà. Je voulais demander, on a parlé des formations en France, mais j'imagine qu'il en existe aussi dans le reste du monde. Surtout en Corée, est-ce que c'est les mêmes oui. Alors, il existe des formations dans le reste du monde. J'avoue ne pas être très informé dessus. Oui. Je sais cependant qu'il y a aux États-Unis, je pense que vous connaissez le système américain avec des cursus, par exemple des cursus sportifs pour les joueurs de haut niveau. Oui. Eh bien, il y a des cursus dans certaines universités américaines pour les joueurs e-sport de haut niveau maintenant, D'accord. qui commencent à se créer. Je ne saurais plus dire dans quelles universités, mais ça commence à arriver aux États-Unis. En Corée, l'e-sport est quasiment un sport national. Les matchs de StarCraft, comme on a été dit tout à l'heure, sont rediffusés à la télévision. C'est presque devenu, c'est culturel maintenant en Corée. Récemment, en Chine, sans parler de formation, mais la première cité e-sport a été créée dans la ville de Hangzhou, qui est une ville côtière de la Chine. Une cité e-sport a été créée pour faire en sorte de regrouper beaucoup d'activités e-sport, que ce soit compétition, formation, information. Tout a été regroupé au même endroit. Du moins, tout a été regroupé. Un gros pôle a été regroupé à cet endroit-là. Papa, maman, je sais où je vais partir. Il y a même des bourses aux États-Unis qui sont attribuées pour les meilleurs joueurs e-sportifs. C'est vrai. Voilà, pour faire leurs études directement aux États-Unis. Donc il y a des compétitions qui amènent à délivrer des bourses. Voilà. D'accord. Mais du coup, voilà, ça c'était un peu, c'était mignon, mais c'était un peu la partie drôle de la chronique, parce que je vais de plus en plus loin. Parce que ça peut quand même faire un peu poser des questions sur le sérieux de la discipline, malheureusement. Déjà que beaucoup de gens sont sceptiques que la pratique des jeux vidéo puisse être qualifiée de sport. Désolée, on ne reviendra pas sur le débat. Mais si peut-être à la fin. Peut-être à la fin, oui, parce que... S'il reste des choses à dire. Alors si en plus les plateformes censées intégrer l'e-sport dans la liste des matières sérieuses qui peuvent être étudiées, qui peuvent délivrer un vrai diplôme et qui peuvent mener un vrai job, on en avait parlé, c'est bidon, et l'acceptation par les parents, c'est pas gagné. Et par le monde en général, bien sûr. Alors après, on peut se rassurer en se disant que les quelques élus de l'e-sport peuvent quand même sacrément bien gagner leur vie, à défaut de s'assurer un avenir stable, parce que la montée de la matière entraîne aussi une hausse très importante des enjeux financiers, parce que oui, tout revient toujours à une question d'argent quand il est question de sport. Wow. Et l'e-sport ne fait pas exception à la règle. Peut-être parce que c'est un sport, justement, je dis ça chez rire, je vous laisse méditer. On m'a parlé tout à l'heure, c'est parfait. Voilà, c'est ça. Exactement, non, mais tout revient à son but, c'est magnifique. Donc, on ne peut pas parler de money sans parler de marques, de partenariats et de pubs. On a ainsi vu apparaître de nouveaux partenariats assez importants dans le monde de l'e-sport. On peut notamment citer Nike, qui avait signé un contrat avec Uzi, donc c'est un joueur chinois de League of Legends. Et aussi la marque qui envisage de s'allier avec la LPL, qui est la ligue chinoise en fait du même jeu, pour 140 millions d'euros. C'est pas mal. Ça va. C'est le minimum vital, quoi. Je veux dire, qui n'a pas 140 millions chez lui. Bref. Ou encore McDonald's, qui est aussi entré récemment en collaboration avec l'ESL, qui est la plus grande société organisatrice. Ils font leur trou partout, franchement. McDonald's. Exactement. Qui est la plus grande société organisatrice des compétitions e-sport au monde. Peut-être que comme ça, quand tu auras une compétition, on aura le droit à des burgers free. Je ne sais pas. Mais les partenariats ne sont pas les seuls à voir leur valeur gonfler au fil des ans. On en a aussi déjà un petit peu parlé. Puisque c'est le cas des cash prize.
que certains joueurs gagnent à l'occasion des tournois d'e-sport. C'est quoi des cash prizes? Des cash prizes. C'est des revenus financiers. Ok. Juste pour traduire. Donc ces derniers n'ont cessé d'augmenter jusqu'à atteindre en 2017 pour la compétition de International de Dota 2. Alors là, faut pas que je dise une bêtise, mais les quelques 25 millions d'euros, j'ai entendu. Ce qui place le jeu largement devant ses concurrents, là où les seconds du podium, donc Counter-Strike et League of Legends, n'atteignent qu'un petit 5 millions d'euros la même année. Mais bon, ça c'était les chiffres qui marquent, mais le fait est que cela ne touche qu'une infime partie des joueurs qui veulent être pros, puisque souvent, et quel que soit le jeu, il y a très peu d'équipes, avec très peu de joueurs qui jouent continuellement les uns face aux autres et qui arrivent vraiment à se démarquer. Et puis même si un joueur arrive au top de sa discipline, sa carrière peut être très instable, il a tout intérêt à ne faire aucune faute pour ne pas être directement remplacé, ce qui est quand même plus facile à dire qu'à faire, parce que ce qui fait la longévité de certains jeux d'e-sport, notamment League of Legends, si vous ne l'aviez pas compris, c'est justement le fait qu'il soit en perpétuel renouvellement, donc les techniques et les capacités nécessaires pour maîtriser le jeu sont en constante évolution. Les carrières ne sont donc pas très longues, on estime souvent qu'un joueur a atteint son plein potentiel vers quoi? Le début de la vingtaine, 20-22 ans. Julien a dit tout à l'heure que c'était jusqu'à 27 ans, il me semble. Ouais, mais justement, ça c'est le top. Ouais. Et après, donc vers 25-27 ans, vous êtes déjà considéré comme un des anciens de la scène e-sportive qui a fait son temps et qui ferait bien de laisser la place aux jeunes. Si on fait la parenthèse avec les doigts. La parenthèse. C'est important parce que bon, ça a quand même de quoi nous faire relativiser quand on sait que nous, on va enfin finir nos études et puis il y en a certains qui sont déjà à la retraite. Bref, tout ça pour dire que cette compétitivité assez extrême entre les joueurs pour être le meilleur, tout simplement, et bah ça entraîne, sans trop de surprise, de sacrées répercussions sur leur santé. En plus des problèmes communs à tous les joueurs, comme la ténosynovite de Kervin ou la cervicalgie, pour ne citer que les plus simples. Alors pour j'ai failli pas bafouiller. La ténosynovite de Kervin. Exact, c'est juste une inflammation des tendons du pouce, et la cervicalgie, c'est des douleurs au cou. Juste. C'est pour ça qu'il y a des kinés maintenant dans les équipes. Dans les équipes, d'accord. Ouais. Wow. Très bien entouré les joueurs. Ouais. C'est ça. Je t'en prie, Chloé, continue. Donc, qui dit volonté de dépassement dit parfois passer par des méthodes pas très saintes pour arriver à ses fins, ou pour parler de façon plus concrète, le dopage. Selon une enquête Numérama datant de 2013, donc ça commence à dater un peu, mais on peut s'imaginer que ça ne fait que peut-être augmenter. Les premières révélations de dopage dans l'e-sport ont éclaté aux États-Unis sur la scène e-sportive de Call of Duty, où le dopage est devenu très récurrent. Ce dernier porte un nom, l'Adderall. Alors c'est pas du tout ça l'accent, mais l'intention y est, qui est un médicament utilisé aux US pour soigner les troubles de l'attention, mais qui chez un individu sans pathologie est connu pour augmenter la capacité d'attention et empêcher la somnolence. C'est un produit d'ailleurs illégal en Europe, puisqu'il est considéré comme un stupéfiant, mais c'est vrai ça améliore un peu les réflexes, et notamment le lien main-cerveau, enfin cerveau-main plutôt. On a vu en début que le moindre petit réflexe était vraiment très important. Oui. Très important. Ça se joue à la microseconde. Ouais. Donc, On imagine donc sans mal certains joueurs utiliser ce produit dopant pour améliorer leurs réflexes, donc comme on en a parlé, leur capacité d'analyse aussi, pourquoi pas, qui sont la base des pratiques professionnelles e-sportives, et ainsi conserver toutes leurs chances de s'illustrer dans le jeu. Et avec tous les enjeux liés à l'e-sport, que ce soit financier ou professionnel, cette pratique entraîne un peu un cercle infernal, un cercle vicieux, où certains joueurs se dopent et donc tous les autres suivent pour ne pas se laisser dépasser et perdre ces chers cash prize et contrats publicitaires qui font toute la différence. Ce phénomène avait d'ailleurs été énoncé par Zach Nani, une figure du milieu de Call of Duty, qui avait déclaré que les Américains avalaient les pilules d'Adderall comme des Skittles. Exactement, ouais, c'est assez connu, mais je voulais vraiment la placer parce que je trouve ça assez marquant. Effectivement. C'est vrai que l'Adderall, c'est surtout aussi sur le jeu phare Counter-Strike Global Offensive, c'est une drogue qui est beaucoup utilisée. Après, il faut prendre aussi notre point de vue de français, parce que là-bas, c'est pas du tout le même point de vue par rapport à ça. Il faut savoir qu'il y a énormément d'étudiants qui prennent ça pour leurs études, parce que voilà, c'est la mentalité États-Unis, c'est toujours performer au maximum, donner le maximum de ses capacités. Et c'est vrai que
J'apporte une petite nuance à ce que tu as dit. Normalement, c'est censé baisser parce que dans les compétitions maintenant, les contrôles antidopage sont multipliés et donc normalement, ça devrait amener à une baisse significative de l'usage du dopage pour les compétitions d'e-sport. Voilà. Tant mieux. Enfin une bonne nouvelle. On l'espère. Bon, après, on peut se dire quand même que si du coup les Américains ils utilisent beaucoup ça, les Français ils vont peut-être pas vouloir suivre le mouvement, mais bon, ne pas vouloir perdre en fait toutes les compétitions, quoi. Ce serait dommage. Ouais, c'est sûr, mais c'est mieux de s'entraîner, c'est plus sain. Il n'y a pas de réglementation internationale vis-à-vis de ça. Je sais que ils n'avaient pas fait grand-chose à l'époque. Ils avaient été un peu critiqués pour ça. Après, je sais pas, comme ça date de 2013. Bon, j'espère que c'est mieux maintenant. Oui, normalement. Donc on remarque que plus l'e-sport se développe pour atteindre peut-être un jour le même statut que le sport traditionnel, qui sait, plus il en adopte aussi les vices. Chasser le naturel, il revient au galop. J'adore les expressions. Du coup, alors si vous m'aviez bien suivi jusque-là, vous m'avez démasqué. Peut-être qu'en fait, toute ma présentation depuis le début, c'était pas pour critiquer les sports, ce serait quand même pas mon genre, mais bien pour supporter la théorie que oui, l'e-sport, c'est vraiment du sport après tout. Et ouais, tout ça pour ça. Bravo. Merci. Du coup, je vois les gens venir. Oui, mais les jeux vidéo, c'est des jeux en fait, comme leur nom l'indique. Ce à quoi je répondrais, ok boomer. Mais est-ce qu'un simple jeu vidéo peut entraîner autant d'enjeux et avoir autant de conséquences sur les pratiques des joueurs? Que nenni. C'est quand même un peu triste de voir quelqu'un arrêter de jouer pro à seulement 25 ans sous prétexte qu'il est devenu trop vieux, quand même. En tout cas, heureusement pour moi. Si j'ai pas de carrière dans l'e-sport, elle peut pas se finir. Logique. Waouh. Ah non, mais il fallait y penser, mais en fait, c'est juste pour ça, clairement. Sinon, je sais bien que je serais au top. Au top. On y croit tous. Merci. En tout cas, bon, faut être un peu honnête. Je vous avais bien prévenu au début de ma chronique que j'étais quand même une immense fan de jeux vidéo. Voir l'e-sport devenir une pratique mondiale majeure, se répandre de plus en plus et faire bouger les opinions les plus réfractaires, c'est quand même vachement satisfaisant. Et de voir tout ce qu'on peut accomplir dans le domaine aujourd'hui, que ce soit au niveau du bénévolat, comme on l'a dit, ou même au niveau professionnel, bah, toutes les personnes rassemblées autour d'une passion commune, c'est beau. Ah, c'est beau, mais pas très original comme speech. Merci Chloé, oui, je sais. En tout cas, qu'on le veuille ou non, e-sport is coming. On se demande, c'est référence à quoi? Ah, je sais pas, je vous laisse deviner. Vous avez des choses à ajouter peut-être, à nuancer Bah moi, concernant les sponsors, c'est vrai qu'il y a pas forcément que des sponsors agroalimentaires néfastes pour la santé des jeunes. Il y a aussi des marques. Oui, il y a aussi des sponsors qui sponsorisent des équipes de manière assez originale. Par exemple, je vais reprendre l'exemple d'une équipe française d'e-sport, Vitality, qui s'est fait sponsoriser par Renault pour sponsoriser uniquement son équipe sur un jeu de voiture. Voilà, Renault qui sponsorise l'équipe e-sport d'un jeu de voiture. Donc qui a sponsorisé l'équipe Rocket League et donc qui a permis de faire la Renault F1 Team. Rocket League Vitality, qui a entre autres gagné les championnats du monde. Donc c'est vrai que des sponsoring, il n'y a pas que McDonald's qui sponsorise des équipes e-sport, il y a aussi des initiatives plus constructives. Voilà. D'accord, merci pour ces précisions. Alors si je puis me permettre une intervention un peu longue, qui va reprendre beaucoup d'éléments pour le coup, je vais partir sur les sponsors déjà, où effectivement il y a des sponsors, il y a un petit peu de tout. Il y a d'un côté McDonald's, Red Bull qui est très très présent dans le sport et dans l'e-sport également. Récemment, enfin pas récemment, il y a quelques temps, il y a Orange qui a commencé à rentrer dans l'e-sport, notamment en sponsorisant Kayane, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment, si ce n'est pas là, ça doit être la figure de l'e-sport français. Je pense qu'on peut l'appeler ainsi. Mais il y a également des sponsors qui sont plus naturels, qui sont plus éco-friendly, qui commencent à se développer. Récemment, il y a une entreprise, une association à Montpellier qui est Black Mice, qui commence à essayer de développer des sponsors, d'intégrer plutôt des sponsors qui soient plus éco-friendly. Ça va être des sponsors de marques d'eau qui vont être un peu plus écologiques, de marques de nourriture écologique, de nourriture végétarienne, de nourriture saine pour la santé des joueurs. Et ces tentatives en fait d'intégrer l'éco-friendly et surtout le sain à l'e-sport sont en réponse à ces sponsors qui arrivent comme Red Bull, McDonald's, etc. Donc il y a à chaque fois les deux faces de la pièce. Après il y a aussi des sponsors à l'international qui ont aussi les deux faces de la pièce. Par exemple aux États-Unis, T-Mobile, qui est l'un des plus grands fournisseurs de téléphonie mobile aux États-Unis, sponsorise l'Overwatch League et sponsorise également d'autres compétitions. State Farm, qui est, je crois, dans l'industrie agroalimentaire américaine, sponsorise également l'Overwatch League et d'autres compétitions.
Donc tous ces sponsors arrivent de façon internationale à se contrebalancer. Il y a les gros sponsors qui vont essayer de faire les sponsors parce que forcément ça rapporte de l'argent, donc ça les intéresse beaucoup. Mais de plus en plus de sponsors éco-friendly qui essayent de s'intégrer pour montrer qu'il y a aussi cette place-là dans l'e-sport. Il y a aussi l'autre face de la pièce. Après, quand on parlait tout à l'heure des problèmes par rapport aux écoles, par rapport à beaucoup de choses, il y a aussi par rapport au fait que, vu que les diplômes ne sont pas encore vraiment en place, il y a un petit peu de népotisme au niveau de l'e-sport. Il y a quelque chose, on ne peut pas se mentir là-dessus. Très récemment, par exemple, je vais citer des noms, mais c'est un conflit en cours. Dans l'Overwatch League, récemment, il y a un streamer qui s'appelle Chipsa, qui a été recruté par l'équipe des Philadelphia Fusion, qui est une équipe de l'Overwatch League, une équipe professionnelle. Et Chipsa n'est pas un joueur professionnel ou même semi-professionnel, originellement parlant. C'est un streamer. C'est quelqu'un qui stream sur Twitch, qui se fait regarder jouer par beaucoup de joueurs, un peu comme Zerator en quelque sorte, qu'on a mentionné tout à l'heure, qui a une certaine communauté, qui est un petit peu connue, mais qui n'a pas le niveau d'un joueur professionnel. Et il a été recruté par les Philadelphia Fusion. C'est pour la communauté, du coup. Alors, on pourrait dire ça, mais on attribue surtout ce recrutement au fait que l'assistant coach des Philadelphia Fusion est le grand frère de Chipsa. Ah oui. Et c'est un cas parmi tant d'autres. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'il a été recruté. C'est juste que pour l'instant, la communauté a tendance à affirmer ça. À affirmer plutôt cela. Oui. Et il y a eu d'autres cas en Overwatch League qui pourraient être contestables. Il y a eu d'autres cas dans d'autres compétitions qui pourraient être contestables. Et ça, c'est par rapport au fait qu'il n'y a pas encore de véritable reconnaissance des diplômes. Il y a une reconnaissance qui se fait au skill par les pairs, mais une reconnaissance également qui se fait au bouche à oreille. Car c'est un domaine de l'entreprise. C'est un domaine de business encore. Donc, il suffit de parler à la bonne personne et parfois on peut être intégré dans un projet dans lequel on n'a pas forcément les recommandations pour. Mais peut-être qu'on a les compétences pour. Mais c'est quelque chose qu'il faut prouver sur le terrain. Parfois, les personnes arrivent à le prouver et parfois non. J'aimerais citer quelqu'un, en l'occurrence, par rapport à la connivence entre le sport et l'e-sport. C'est monsieur Paul Arrivé. Paul Arrivé, c'est un journaliste de l'équipe. De l'équipe, oui. C'est un journaliste de l'équipe qui est le seul journaliste e-sport et le premier journaliste e-sport de l'équipe et surtout de France. C'est un journaliste qui, depuis des années, travaillait autrefois en tant que pigiste et a été recruté par l'équipe officiellement assez récemment. Encore une fois, toutes mes félicitations à lui. Oui, grand big up. Et qui essaye de promouvoir justement le monde de l'e-sport. Pas dans son côté sain ou malsain, mais simplement de le promouvoir dans son côté journalistique. Et pendant très longtemps, tous ses collègues et toutes les personnes qui regardaient ça se demandaient mais qu'est-ce que ça a à faire dans l'équipe ? Pourquoi une rubrique e-sport dans l'équipe ? Et bien depuis récemment, il a réussi à faire en sorte que ça se développe et que les deux aient une certaine connivence. Il y a notamment le casteur Rivenzi qui présente une émission, je crois, pour l'équipe sur l'e-sport. Et cela grâce aux efforts de Paul Arrivé qui a réussi à faire en sorte de développer cette vision de l'e-sport. Car comme lui le dit et comme d'autres le disent, c'est pour ça que j'aimerais renvoyer à l'interview qui est sortie hier en l'occurrence par le youtubeur Zaroid qui a fait une interview de Paul Arrivé sur sa chaîne. D'accord. L'e-sport est assez mal vu dans le monde par rapport justement à l'absence de visibilité de ce domaine. On a eu beaucoup de mauvais a priori, parce que le jeu vidéo, parce que les geeks qui restent assis dans leur chambre jusqu'à 8h du matin alors qu'ils ont cours à 9h, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui n'ouvrent pas la fenêtre. Oui. Tous ces stéréotypes existent. Et s'ils existent, c'est parce qu'il y a des occurrences de ces stéréotypes, et c'est normal. Tout comme on peut dire que il y a des stéréotypes qui disent que tous les joueurs de foot sont stupides. C'est faux, mais il y a des joueurs de foot stupides. Oui, ça existe. Donc, il y a ces occurrences-là. Il y a des stéréotypes partout. On espère que la roue tourne va tourner. Voilà, on ne citer que lui. Par exemple. Mais donc, tous ces stéréotypes existent et là où les acteurs actuels de l'e-sport essaient de se battre, c'est justement pour essayer de contrecarrer ces stéréotypes. Mais il y aura d'autres qui vont se créer. Il y a les stéréotypes de népotisme, il y a si on peut appeler ça les mauvais sponsors, les sponsors entre guillemets malsains, les gros sponsors qui vont arriver. Il y a ces problématiques du dopage qui arrivent à l'international. Il y a eu des matchs truqués sur StarCraft 2 par exemple. Il y a quelques années, il y a eu des matchs truqués par des joueurs coréens qui ont arrangé les matchs pour essayer de gagner de l'argent en avance. Ça a été repéré, les joueurs ont été bannis, mais c'est arrivé. Il y a de plus en plus de problématiques politiques également. Je pense que vous avez entendu parler de la problématique de Free Hong Kong, par exemple. Oui, je voulais en parler à la fin. Un joueur Hearthstone qui a été originellement banni pendant 1 an pour avoir exprimé ses opinions politiques. Le bannissement a été ramené à 6 mois. Et lors de la BlizzCon, le président de Blizzard a fait des excuses publiques par rapport à ce qu'ils avaient fait, en disant qu'ils avaient mal réagi. Il a fait des excuses publiques. Oui, c'est déjà ça. Objectivement parlant, il a pris l'initiative de faire des excuses publiques. Après, on les voit comme on veut. Effectivement, la sanction reste beaucoup trop grande pour un joueur qui a exprimé ses opinions. Certes, il avait transgressé le règlement qui était de ne pas affirmer d'opinion politique, mais la sanction reste trop grande par rapport à ce qu'il a fait.
Et encore une fois, il y a aussi tout le lien aux jeux vidéo qui donne une mauvaise opinion de l'e-sport. Sauf que ce que les gens ne voient pas, ce que les gens voient plutôt, c'est que l'OMS a dit récemment que l'addiction à l'e-sport existait. Alors, étymologiquement, c'est faux, car une addiction demande forcément une substance, et l'e-sport n'est pas une substance. Oui. Donc, étymologiquement, ou même aux jeux vidéo d'ailleurs, étymologiquement, c'est faux. Mais si selon l'OMS, c'est vrai, malheureusement, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, alors l'addiction aux jeux vidéo existe. Sauf que une addiction à quelque chose, c'est tout simplement le développement d'une passion en quelque sorte. Oui, c'est pas forcément négatif. On peut être addict à la lecture, on peut délaisser complètement le monde extérieur pour lire des livres et lire jusqu'à ne plus en avoir rien à faire du reste. Oui. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte par rapport aux jeux vidéo et donc par rapport à l'e-sport, c'est qu'il y a énormément de choses qui gravitent autour de ça. Il y a par exemple le côté sociologique. Tout à l'heure on a parlé du fait que qu'il y a un jeu vidéo qui permet à certaines comment on appelle ça, le truc des oiseaux, j'ai oublié. Des scientifiques. À des scientifiques, merci, de faire des études par rapport à les oiseaux. Mais il y a aussi des études sociologiques qui ont été faites avec le jeu Papers, Please, par exemple, qui permet de faire des études sociologiques sur le comportement des joueurs vis-à-vis de situations de crise, de situations, par exemple, on les met dans la peau de garde-frontières à des pays des réfugiés. Oui. On leur dit, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous laissez passer les réfugiés ou non en fonction de leurs papiers? D'accord. Il y a des études sociologiques faites par rapport à d'autres jeux, par rapport à la gamification. Et il y a des tremplins aussi faits entre le jeu vidéo et l'e-sport, et aussi le sport. Il y a quelques années, il y a un joueur d'e-sport de Formule 1, c'était un jeu vidéo Formule 1, je crois que c'était fin 2018 ou 2017, qui a remporté plusieurs championnats d'affilée, et une écurie de Formule 1 lui a proposé de devenir pilote chez eux. Et après une courte formation, il est devenu pilote de Formule 1, et il a fait une course de Formule 1, alors qu'il venait du monde du jeu vidéo. D'accord. Donc c'est pour ça que l'e-sport et le jeu vidéo ne sont pas tout bons, clairement. Il y a énormément de problèmes qui se développent, qui se sont développés et qui vont encore se développer. Mais il y a aussi tout ce côté par rapport à la communication qu'il y a et par rapport à la connaissance que les gens ont, par rapport à la connaissance que les nouvelles générations et que les anciennes générations ont de l'e-sport. Et avec le développement, avec la prise de connaissance que de plus en plus de journalistes essayent de faire et de montrer au monde par rapport à ça, peut-être que plus les gens prendront connaissance du système et peut-être on arrivera à avoir un e-sport plus sain. Du moins, c'est ce que personnellement j'espère et c'est ce que je pense. Oui. Beaucoup de journalistes comme Paul Arrivé, comme Rivenzi, comme Alban Delagrange, qui est maintenant manager des Toronto Defiant, essayent de faire par rapport à leur communauté, car l'e-sport et le jeu vidéo sont des domaines communautaires, avec tous les réseaux sociaux, tous les partages. Comme Dominic McLean aussi, qui a donné un quart du cash prize qu'il a remporté en 2018 à son adversaire, car son père était souffrant du cancer. Comme Zerator, qui certes ne fait pas d'e-sport, mais fait du jeu vidéo dans le caritatif, et qui reçoit un message de Monsieur le Président qui le remercie pour les efforts qu'il fait avec toute son équipe. Tout ça, ce sont des bons points de l'e-sport et du jeu vidéo. Et j'espère, pour ma part, qu'ils contrebalancent les mauvais points et qu'ils y arriveront à l'avenir. On espère tous sur ces belles paroles. Si personne n'a quelque chose à ajouter, on peut clore l'émission. Ok, moi, Chloé, nous t'écoutons. Non, c'est parce que j'en ai pas parlé dans ma chronique parce que je me disais c'est pas vraiment un aspect négatif, mais je voulais quand même poser la question. Qu'est-ce que vous pensez du coup du lien entre e-sport et politique? Est-ce que ça a un lien? Parce que c'est vrai que l'e-sport, avec la scène et l'audience que ça peut être une plateforme ou un tremplin en tout cas pour certains messages. Eh bien oui, c'est incontestable que l'e-sport, lors d'une victoire à l'international ou national, ça permet au pays d'effectuer un peu leur soft power, on peut le dire. Voilà. On sait qu'on a un très grand vivier de joueurs e-sport en France, mais oui, comme pour l'histoire de Hearthstone, on sait que la politique peut être mêlée à l'e-sport parce que Blizzard fait énormément de chiffres en Chine et c'est notamment en lien avec ça que le joueur a été banni. Donc c'est toujours le problème politique. Oui, politique est souvent lié au commerce, donc c'est souvent c'est un milieu étroit en fait. Voilà. Pour ma part, je pense que ça va beaucoup dépendre du type d'appropriation. Si c'est une appropriation par les politiques de l'e-sport, ça va dépendre de la façon dont ils le font. Parce que quand Monsieur le Président envoie un message pour remercier le Z-Event, encore une fois, qui n'est pas de l'e-sport, mais qui est du jeu vidéo, pour les efforts qu'il fait, pour ce qu'il accomplit, c'est un point de vue, c'est positif. Quand un député, dont
Encore une fois, je n'ai pas retenu le nom, j'en suis... Denis Massiglia. Denis Massiglia, merci beaucoup. Merci. Quel homme. Anticipe ce que je vais dire, c'est parfait. Envoie un message pour encourager l'équipe de France d'Overwatch, c'est bien ça? Pour encourager l'équipe de France d'Overwatch. Il a acheté le maillot et le drapeau, il était à fond dans les tribunes. Incroyable. Il est dans les tribunes. Quand on voit ça, quand il y a ce genre d'appropriation, ou plutôt de message des politiciens vers le jeu vidéo et vers l'e-sport surtout, on peut se dire que le lien peut ne pas être gênant. Après, quand l'e-sport est utilisé pour transmettre des vues politiques, là effectivement, ça devient problématique, car l'e-sport est censé être objectif. Après, on a des antécédents sportifs. Je pense notamment à des coureurs aux Jeux Olympiques. Je ne saurais pas vraiment me souvenir de la date, mais 2 coureurs noirs et un coureur blanc qui, à l'époque de la ségrégation, avaient levé le poing en signe de démonstration contre la ségrégation. On l'a tous vu en cours d'anglais. Et ce message-là était un message politique dans le sport. Et on pourrait dire qu'objectivement, ça n'avait pas sa place ici, sauf que c'était pour dénoncer une lutte très importante. Et la lutte qu'a dénoncé Blitzchung, justement le joueur Hearthstone, est aussi une lutte qui est objectivement importante et qui, d'ici quelques années, sera probablement regardée comme une lutte aussi très importante. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses entre la subjectivité et l'objectivité. Objectivement parlant, effectivement, la politique et le sport, et la politique et l'e-sport devraient être totalement différenciés, car ce n'est pas un jeu politique, ce n'est pas un jeu approprié. Subjectivement parlant, il y a des messages qui, peut-être, dont on pourra dire dans 5 ans, dans 10 ans, qui valaient la peine d'être transmis. Mais encore une fois, ça, ce sera avec l'écriture que nous ferons de l'histoire. Et d'un point de vue aussi national, on peut évoquer aussi qu'à la Paris Games Week de cette année, le secrétaire d'État au numérique a lancé un plan qui s'appelle France eSport 2025, qui a pour but de faire de la France le pays de l'e-sport leader européen dans les années à venir. J'allais dire européen, quoi. Oui, européen. Parce que... la Corée, la Chine, comment dire. On va attendre un petit peu, on va essayer de dépasser l'Allemagne et la Grande-Bretagne entre autres, mais non, voilà. Oui, on est bien, on a vraiment un très bon pays d'e-sport, mais voilà, c'est la volonté de développer la formation, de développer la professionnalisation, de développer l'encadrement. Et on ne peut pas développer un milieu sans avoir l'appui d'un certain cercle politique de l'État, parce qu'il y a un moment où les diplômes vont avoir besoin d'une certification nationale, une reconnaissance nationale aussi. C'est important pour qu'un milieu se développe, à mon sens. Voilà. Et quelque chose qui peut vous concerner, car je ne sais pas si c'est de nature publique que vous êtes étudiant en droit pour la plupart, mais le monde juridique autour de l'e-sport est également en train de se développer et doit se développer pour permettre le développement de l'e-sport. C'est pour ça que de plus en plus de juristes se revendiquent comme étant des spécialistes de l'e-sport. Je pense notamment à Jean-François Masse, qui récemment, qui se revendique comme étant un spécialiste de l'e-sport et étant juriste par rapport à ça, et d'autres en France et dans le monde, qui vont devoir, à l'avenir, préparer des législations et préparer les lois. Peut-être, je prends les termes, je pense les déformer, mais vous pas de problème. Préparer en fait tout ce qui va diriger l'e-sport en fait et tout ce qui va cadrer l'e-sport, que ce soit les contrats de travail, les régulations, les réglementations, faire en sorte que les entreprises en fait simplement respectent ces régulations pour diriger cet e-sport. Et c'est pour ça que l'impact du droit va être extrêmement important dans le développement de l'e-sport. Et pour sa reconnaissance en tant que sport tout court, oui. Encore plein d'articles de code à apprendre. Génial. Il y a aussi une association qui s'appelle Droit e-sport qui a été fondée, qui permet aux joueurs, aux coachs ou aux gens qui veulent s'investir dans l'associatif ou dans des entreprises françaises d'avoir une aide juridique quand ils souhaitent se lancer dans l'aventure. Voilà. Bon, désolé pour cette émission bien longue, mais c'était fort intéressant. Merci à tous. On va devoir couper court, ça fait un petit peu long là, mais bon, c'est pas grave. Donc merci aux chroniqueurs, donc Antoine, Violette et Chloé, pour ces magnifiques chroniques comme d'habitude. Merci donc à nos invités, Julien et Xavier d'être là. Bravo, la culture. Merci à vous pour l'invitation. C'est un grand plaisir en tout cas de pouvoir intervenir. Merci beaucoup. Merci à vous, auditeurs, de nous écouter si fidèlement. Nous vous souhaitons tous d'une seule voix une bonne chance pour les examens, un bon Noël, une belle vie et rendez-vous mi-janvier pour de nouvelles chroniques. Juste, si vous voulez faire le jeu, vous pouvez compter le nombre de fois où on a dit e-sport dans toute l'émission. Et vous gagnez rien, mais ça peut être marrant. Si vous avez le temps. 153 fois, j'ai compté. Au revoir à tous, bisous bisous.